Alors, docteur Stanley Volant, oui, vous êtes un Inou de Pessamit, chirurgien digestif à l'hôpital Notre-Dame du CIUS, Centre-Sud de Montréal, président instigateur d'Inou Meshkinu, le chemin des 1000 rêves. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la politique aux États-Unis, vous, en ce moment? Ben, c'est intéressant. Je pense on peut en discuter tous les jours. J'ai jamais vu un président sous les feux de l'action comme ça. Je me rappelle de Nixon en 72, j'avais juste 7 ans, là, mais de mémoire d'homme, ou mémoire de femme, je me rappelle pas d'une présidence aussi tumultueuse. C'est un vrai feuilleton, là. Est-ce que les communautés autochtones américaines réagissent à la présidence? Beaucoup. Ben, je pense qu'ils sont contre le président parce que le président est contre l'environnement, Hmm. pour les pipelines, puis beaucoup de pipelines traversent les territoires du Ben nord oui, au oui, ça, Oui, Dakota, on le par sait. exemple, là. oui, j'ai travaillé sur la réserve des Allez-y. Tohono O'odham qui sont à la frontière mexicano-américaine, qui ne veulent pas voir, parce que leurs terres ancestrales sont de part et d'autre de la frontière, et qui ne veulent pas voir leur territoire fracturé par un mur, et c'est une de leurs plus grandes inquiétudes. Et déjà, ils ont fait plus de concessions, compte tenu de la souveraineté qu'ils ont sur leur terre, qu'ils n'auraient voulu en faire, mais c'est par défaut parce qu'ils savent que il y a vraiment une mainmise des Border Patrol et de ICE sur cette région-là et Trump veut accroître ça avec le mur. Donc oui, c'est un Hmm. problème. Ils sont très, très actifs. Docteur Volant, vous êtes devenu en 94 le premier chirurgien autochtone du Québec. Vous avez complété votre grand projet, une marche de 6000 kilomètres par étape sur 8 ans pour rencontrer les jeunes des Premières Nations du Québec et de l'Ontario. Plus de 30 000 personnes, dont plus de 20 000 jeunes, l'ont accueilli et plus de 10 000 personnes vous ont aussi accompagné pendant plusieurs kilomètres. En octobre 2010, là, quand vous avez entrepris cette marche de 6000 kilomètres à la rencontre des Premières Nations, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous vouliez faire et qu'est-ce que vous en retenez surtout aujourd'hui de ça? Ben, j'ai été inspiré par un rêve que j'avais fait sur les chemins de Compostelle en 2008, Hein? où je me voyais marcher sur les traces de mes ancêtres, où je rencontrais des jeunes autochtones pour leur dire l'importance de rêver, parce que les jeunes autochtones, souvent, n'ont pas de rêve. Ils vivent un cauchemar au quotidien, la toxicomanie, l'alcoolisme, la pauvreté, dans les communautés, la violence, le suicide. Et pour moi, ce rêve-là m'a comme ouvert en disant, il faut que je fasse cette marche-là. C'est sûr, comme chirurgien, père de famille, c'était un peu difficile. C'est beaucoup de temps à consacrer. Et j'ai dit, bon, peut-être que je pourrais faire ça à ma retraite quand j'aurai 65 ans, 70 ans. Mais j'ai vu l'urgence de le faire. Donc, en 2010, j'ai commencé à marcher de Natashquan jusqu'à Bécomo. Et d'ailleurs, vous m'avez interviewé Oui. à l'été 2011 de Natashquan. Qu'est-ce qui, Puis, qu'est-ce qu'ils vous ont confié, tous ces jeunes? ben, l'importance d'allumer ce feu-là, de croire à leur rêve. Et je pense en amenant ce discours-là, je venais allumer une flamme. Et souvent, les gens me disaient, j'espère que tu vas revenir nous voir. Pour garder un peu cette flamme-là allumée, la graine que j'ai semée, de venir l'arroser pour la maintenir en vie. Donc, c'est un message qui m'a été répété plusieurs fois. Vas-tu revenir nous voir? Puis, j'aimerais ça te revoir Être pour te capable. dire que j'ai réalisé une partie de mon rêve ou je suis en train de le réaliser. Donc, un message très, très touchant. Et de voir cette flamme-là s'allumer dans leurs yeux, pour moi, ça m'a vraiment, vraiment Mais, ébranlé. mais docteur Volant, au cours de toutes ces années, est-ce que la situation des communautés autochtones a changé? Est-ce on sent une évolution quand même, Il y a un un, progrès il y a un chez les progrès jeunes? qui n'est pas encore perceptible au niveau statistique. En fait, au niveau du bilan de santé des Premières Nations, depuis que je suis en pratique en médecine, ça s'est détérioré de façon notable. Le diabète qui atteint des sommets importants, le taux de problèmes de santé mentale, dont le suicide qui augmente constamment. Donc, il y a des manifestations d'un malaise profond. Cependant, je vois des jeunes qui commencent à accomplir leur chemin de leur rêve. Je vois des jeunes qui me disent, cette année, je m'en vais au cégep, je m'en vais à l'université. Au mois de mai, au mois d'avril dernier, j'étais allé à une conférence à Québec, invité par l'Université Laval, devant un public de jeunes étudiants de médecine pour parler de santé autochtone. Il y a une jeune qui s'est approchée de moi, qui est en deuxième année de médecine. Elle m'a parlé en Innu. Hmm. Elle vient de mon village. Ça, Et c'était là, un progrès. je pense que le poil m'a dressé ça m'a donné vraiment une vibration intense. J'ai dit, waouh, je pense que le chemin que j'ai tracé
Maintenant, il est pris par d'autres personnes. Vous restez avec nous. On va terminer l'heure. Michel Deshôtels vient d'entrer. Volant, comment vous expliquez? Là, on est en 1962. Elle parle déjà des maladies humaines et elle fait un lien entre l'humain et tout ce qui est le reste de la nature, les insectes, les arbres et tout. Dans vos communautés, vous l'avez toujours su, ça, que Ouais, je l'humain pense. appartenait à sa terre. En fait, la médecine holistique, c'est la vision holistique de la médecine autochtone, c'est que le physique est connecté avec l'émotionnel, avec le spirituel, et donc c'est un tout, et l'environnement aussi, et on fait partie de cet environnement-là. C'est quand on essaie de le modifier, il y a des conséquences. Et l'Occidental aime modifier son environnement. Mais comment vous expliquez que l'Occident n'a jamais écouté ça comme il faut? Ne vous a jamais écouté. Ben, Comment ça se fait qu'il faut qu'on arrive en regardez, 2000? pourquoi les Américains élisent Trump? Bon, OK, il y a des questions sans réponse. OK, d'accord. des réponses. Mais chez les Autochtones, je pense que le besoin d'être en harmonie avec l'environnement était ancré profondément dans notre culture. Et quand on essaie de le modifier, on avait des conséquences qui étaient, Vous les sentiez tout de fâcheuses. suite. Ouais. J'aimerais qu'on reparle un peu de la marche. Là, moi, je suis très, très curieux. Là, je parlais de ça dans notre bureau en réunion cette semaine. Vous avez fait Compostelle. Puis après ça, vous êtes parti marcher pour 6000 km. Oui. Qu'est-ce que ça fait, la marche? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que marcher une longue distance apporte à l'être humain? Vous êtes médecin. Oui. Vous êtes autochtone. Oui. Vous êtes Innu. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi Ben, il faut marcher? Ça amène un cran bien. En fait, moi, j'avais un passé de sportif. J'ai fait 25 marathons, une centaine de demi-marathons, beaucoup de vélo. J'ai toujours pensé qu'avant 2007-2008, que la marche était faite pour les petits pépères ou les petites mémères. Mais finalement, après avoir fait Compostelle, j'ai changé d'avis. C'est quand même une marche. C'est un effort physique constant, c'est difficile, marcher pendant plusieurs heures. Mais il faut marcher combien de temps pour ressentir ces effets-là? Ben, je pense C'est des effets comme de médecin, changement. moi, je recommande à tous mes patients de marcher 30 à 40 minutes, 45 minutes par jour, 5 fois semaine. Mais quand on marche longtemps comme ça, pendant plusieurs semaines, plusieurs kilomètres par jour, il y a plusieurs phases qui se font au niveau spirituel. La première semaine, on se bat contre notre corps parce que on a un sac à dos de 20-25 livres, on a mal aux hanches, on a mal au dos, on combat notre propre mal. Et au bout d'une semaine, on tombe dans une phase on commence à s'habituer à ce mal-là et on tombe dans une phase d'introspection. Mais On c'est va dans comme notre une passé. transe? Non, c'est comme une méditation profonde. Et là, on remue notre passé, notre présent, notre futur. Et ça, c'est inévitable. C'est à C'est tout le monde. inévitable, c'est à tout le monde. Et la troisième phase de Compostelle, c'est la phase de mise en action. OK, là, maintenant, j'identifie les problématiques dans ma vie. Maintenant, comment je peux mettre en action pour les changer? Parce qu'on peut faire un diagnostic, mais pas de traitement, ça va nulle part. Donc, dans cette troisième phase-là, on dit, il faudrait que je change ça dans ma vie. Donc, c'est hautement spirituel. Et j'ai découvert que le bienfait de la Compostelle, on peut l'avoir au Québec. Ben oui, En marchant n'importe pendant où. 2-3 semaines de temps. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et quand on marche, on a cette ouverture-là d'esprit sur nous-mêmes et aussi sur les autres. Quand on marche avec d'autres personnes, on dirait que le fait de marcher, les endorphines qui sont sécrétées, nous permettent de dialoguer avec notre cœur, avec nos tripes, plutôt que notre mental. Donc, les masques tombent et on dialogue de façon très, très constructive et très à l'écoute aussi. Derrière une table de réunion, souvent, les gens ont des agendas cachés. Les discussions sont souvent cachées ou pas vraiment franches, mais quand on marche, on parle vraiment avec Pas de nos temps à tripes. perdre. Donc, pour moi, c'est hautement thérapeutique. Mais on apprivoise. Vous parliez de cette douleur du corps. On finit par l'apprivoiser? Ouais, on finit par l'apprivoiser, on commence à l'endurer et on change des choses parce qu'au début, on part avec un sac à dos trop lourd. Et c'est un peu une métaphore. Dans nos vies, on a un sac à dos de traumatismes passés, mais il faut s'en débarrasser. Le sac à dos que j'avais au début pesait 40 livres, puis à la fin, pesait 16 livres.
Pour vivre, on n'a pas besoin d'autant de matériel. Donc, c'est une métaphore aussi dans la vie. Débarrassez-vous des choses qui sont inutiles et on commence à s'habituer. Les muscles s'adaptent à cette marche-là. Et aussi le mental qui s'adapte à ne plus voir finir la journée. Au début, on voit la journée comme 20 km à franchir. Et à la fin, c'est un pas à la fois. C'est vivre le moment présent, arrêter de regarder en arrière le passé qui est triste, souvent amène à la dépression, ou de regarder trop souvent en avant, trop loin, où on est stressé. Les gens qui vivent dans le demain sont des gens anxieux. Les gens qui vivent dans le passé, c'est des gens qui sont déprimés. Et vivre le moment présent, c'est le meilleur moment, c'est le moment de vie. Vous venez d'un peuple de marcheurs. Gilles Vigneault appelait, qui était à Natashquan, il appelait les sentiers les chemins de pied. Oui. Mais vous êtes un peuple de marcheurs. Déjà, c'était comme quelque chose de naturel pour vous. Oui, j'ai vu mes grands-parents marcher, mais mon grand-père Votre allait à la grand-père, vous alliez à chasse. la chasse avec lui? J'allais à la chasse quand j'étais jeune, puis quand j'allais à l'école, j'allais plus à la chasse malheureusement avec lui parce que j'étais obligé d'aller à l'école où on m'apprenait le français, puis qu'on me disait je parle en sauvage. Mais et quand j'ai remarché les 6000 kilomètres, Vous en riez aujourd'hui. j'ai marché sur les traces de mes grands-parents. Puis j'ai senti la présence de mes grands-parents sur ces sentiers-là et de tous les ancêtres des Premières Nations. Et souvent, je dis aux jeunes, cette force-là, cette résilience-là, ce courage-là de nos ancêtres, on l'a encore dans nous. Donc, il faut juste croire à ça et aller de l'avant, réaliser nos rêves, aller sur le chemin de nos rêves et réaliser notre plein potentiel. C'est pas des histoires anciennes. C'est mon grand-père, ça fait juste quelques dizaines d'années. Mais, Ces histoires avec votre grand-père, la chasse avec votre grand-père, c'est pas du tout anecdotique dans ce que vous faites aujourd'hui, et même en tant que chirurgien digestif, parce que, en fait, l'anatomie, vous l'avez découverte à ce moment-là. Oui, parce que l'intérieur d'un ours et l'intérieur d'un être humain, c'est assez similaire. Je l'ai découvert à la salle de dissection à l'Université de Montréal en 1984. Puis, mais je savais pas les noms en français, je savais les noms en inou. Donc, pour moi, c'était une seconde nature. Puis, d'être habile de mes doigts, c'était déjà très ancien pour moi. Donc, j'étais destiné un peu pour devenir un chirurgien. Et en inou, on appelle Kamachawes. Un chirurgien, c'est Kamachawes? Oui, ça veut dire celui qui coupe. Celui qui coupe. Pourquoi vous êtes devenu chirurgien? J'étais habile de mes mains. J'aimais beaucoup l'anatomie. Et c'est à l'Hôtel Dieu de Montréal que j'ai eu la flamme. J'étais en première année d'externat en juillet 88. Et je suis rentré dans la salle d'opération en chirurgie cardiaque. Il y avait 2 médecins, Dr Prieto, Dr Basile, qui faisaient de la chirurgie cardiaque ensemble. Et la deuxième journée, ils m'ont dit « Prends le bistouri puis ouvre. On t'a montré hier 3 cas, fais-le. » Puis ils m'ont fait faire des étapes de la chirurgie. Et là, j'ai dit « Wow, c'est ça que je veux faire. » J'ai eu la révélation en salle d'opération à l'Hôtel Dieu de Montréal. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette jeune fille qui est venue vous voir, qui était en deuxième année de médecine, Oui. Et qui vous a parlé en inou. Et vous vous êtes dit, bon, il y a quelque chose que j'ai réussi quelque part. L'éducation, pour vous, ça a quelle importance? Parce que c'est dans l'air du temps en ce moment. Là, c'est primordial. L'éducation chez Premières Nations devrait être encore plus priorisée. Mon grand-père, qui n'a jamais été à l'école de sa vie, était une demi-journée à l'école, mais ma grand-mère, 10 fois plus éduquée, une semaine à l'école. Mon grand-père m'a toujours dit, toi, mon fils, je veux pas que tu deviennes comme moi. Tu serais un excellent chasseur, mais va à l'université, apprends leur langue, apprends leurs droits, leurs lois, leurs sciences, et tu reviendras chez nous pour défendre notre terre qui a été bafouée. Pour nous aider. Pour nous aider. Notre terre qui nous a été volée. Vous avez l'impression de l'avoir fait? À ma façon, mon grand-père aurait bien aimé que je sois avocat, mais j'étais trop gêné. Je pensais pas être capable de plaider devant une cour. Là, vous êtes en train de plaider devant le monde entier tout le Oui, temps. mais à l'époque, j'étais tellement mortellement timide que j'aurais pas pu le faire. Mais mon grand-père, aujourd'hui, était très fier du chemin que j'ai parcouru. Et mon grand-père m'a dit, va à l'école. Et pour moi, c'est une révélation. Il faut qu'on aille à l'école pour apprendre. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier d'où qu'on vient.
L'héritage des pensionnats est toujours là, puisque vous parlez de là où on vient. Absolument. Ben, Mais faut savoir qu'on est autochtone, mais plusieurs personnes considèrent encore l'école comme de façon négative parce qu'ils ont été au pensionnat, ils ont été abusés sexuellement, physiquement, psychologiquement. Mais il faut dépasser ce cadre-là puis dire c'est en ayant une éducation qu'on va pouvoir revenir dans notre communauté puis développer le plein potentiel de nos communautés et de nos jeunes. Docteur Stanley Volant, les écoles des communautés autochtones restent encore aujourd'hui, plus que toutes les autres, sous-financées par l'État. Il faudrait que l'État réagisse à ça? Il faudrait qu'on en tienne compte? Je pense qu'il faut en tenir compte. J'ai visité plus de 26 communautés, plusieurs écoles autochtones depuis, et à travers ma vie, j'ai dû visiter une centaine d'écoles autochtones. Et la vesticité des lieux, la pauvreté du matériel, le manque de professeurs, de ressources, de professeurs, de professionnels, des psychologues, des neuropsychologues, des orthopédagogues est flagrant. Au Canada, il y a certaines études qui disent on dépense environ 15 000 $ en moyenne pour les élèves canadiens. Ça varie un peu d'une province à province, 14 000 d'une province, 16 000 dans l'autre. Mais chez les Autochtones, c'est environ 7 à 8 000 $. Donc, c'est la moitié. Moyenne. C'est la moitié moins. Et quand les besoins sont nettement plus importants parce qu'il y a une barrage culturelle et linguistique. Et deuxièmement, le taux de problématique d'apprentissage est nettement plus important chez les Autochtones. Donc, de façon purement logique, ça devrait être plus que 15 000 $ pour permettre le plein développement de ces jeunes-là. Mais c'est complexe quand on regarde les communautés comme ça, parce que, d'une part, je dirais, ils doivent rejoindre les niveaux scolaires et académiques, et d'autre part, ils doivent aussi retrouver une fierté qu'on leur a enlevée. Ça, c'est deux problèmes majeurs pour les jeunes. Est-ce qu'ils arrivent à se débattre dans tout ça et ils arrivent à percer des brèches? Bien, je pense que certaines communautés qui ont réussi. J'ai un exemple de Kanawake où la culture, la langue Mohawk est enseignée dans les écoles. Et les gens qui sortent de ce système scolaire-là sont très, très fiers de leurs racines et ont une qualité d'éducation qui est excellente, qui leur permet d'aller dans les collèges montréalais ou ailleurs au Canada et à l'université. Et le taux de diplomation universitaire chez les Mohawks est nettement plus important que le restant des Premières Nations au Canada. Docteur Stanley Volant, merci beaucoup. C'était fort intéressant. On aurait pu continuer longtemps. On va essayer de ne pas se voir juste à tous les 7 ans. Ça serait déjà bien. Je rappelle que vous êtes un Innu de Pessamit, chirurgien digestif à l'hôpital Notre-Dame du CIUS du Centre-Sud de Montréal. Bon, je n'ai pas particulièrement envie d'aller vous voir là non plus. Et vous êtes président instigateur d'Innu Meshkenu, le chemin des 1000 rêves. Merci beaucoup, vraiment. Merci d'être venu. Et j'invite les gens à venir nous voir à l'hôpital Notre-Dame. Et les gens ne savent pas que c'est ouvert, mais on est... Mais c'est incroyable, ça, parce que cette semaine, avec Anya Kazi, notre recherchiste, on a été obligé de fouiller parce qu'on ne savait pas ce qu'était devenu l'hôpital Notre-Dame, si ça continuait à être un institut hospitalier ou non. Et dans le fond, oui, c'est encore un hôpital important. C'est un hôpital communautaire, un hôpital général, donc le temps d'attente à l'urgence est nettement plus court qu'ailleurs à Montréal. Bon, les temps d'attente en radiologie, les temps d'attente en chirurgie, donc venez nous voir nombreux. Non, mais il ne faut pas dire ça, là, parce que là, le temps d'attente, notre émission est tellement populaire, vous ne vous rendez pas compte? Merci, Stanley Volant. Merci beaucoup.